Docteur, moi je suis balèze, c'est sûr, j'aurai pas mal. Ça, cette phrase, vous l'avez parfois entendue dans votre cabinet, à ce bureau, docteur Hupertan. Et maintenant, vous vous en méfiez des gens qui estiment qu'ils n'auront pas mal. Parce que dans les faits, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Bonjour, docteur Hupertan. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Cette histoire remonte à il y a quelques années. Vous commenciez tout juste les opérations, les vasectomies sous anesthésie locale. Et vous aviez en consultation un rugbyman très imposant, une montagne de muscles, qui vous dit donc cette phrase: moi c'est sûr, j'ai pas peur des douleurs, j'aurai pas mal durant la vasectomie. Écoutez, c'est une question, c'est la première question qu'on pose lorsqu'on discute l'anesthésie. En théorie, il y a 3 manières de proposer une vasectomie. Il y a une anesthésie générale que j'ai abandonnée depuis fort longtemps. On a la majorité, c'est une anesthésie locale, et puis on a une espèce d'entre-deux avec l'avantage de chacune des 2 techniques, mais sans avoir les inconvénients. C'est la sédation ou sédation vigile couplée à une anesthésie locale. À savoir, c'est que toujours, comme chez le dentiste, on va injecter un produit, mais il n'y a pas la peur, il n'y a pas l'anxiété, donc on est complètement détendu, on est dans les vapes, comme on dit, qui permet de prendre la distance et de ne pas avoir sur le plan psychique des répercussions. Et donc ce patient-là, ce rugbyman, il vous dit qu'en gros, il a connu toutes les douleurs possibles et imaginables sur le terrain, entre les ligaments croisés, les épaules déboîtées, les luxations de doigts, les oreilles en chou-fleur, enfin bref, il en a vu des vertes et des pas mûres. Donc vous vous dites, ça va bien se passer, lui, il va être résistant à la douleur, j'ai pas besoin d'aller trop loin dans les antidouleurs, dans la sédation, dans l'anesthésie, ça va bien se passer en somme. Oui, et ça a beaucoup aidé parce que j'ai appris à m'en méfier. Ouais. Parce que souvent, oui, c'est un picote, c'est pas grand-chose, c'est rien. Et puis, dans le monde de haut niveau, tous les hommes que j'ai eu la chance de prendre en charge, ils ont tous connu des croisés, les ligaments. Des choses qui sont très douloureuses. Ils arrivent parce que la pratique de haut niveau, dans le rugby, dans le sport, dans le foot, dans le basket, il y a du contact, il y a des lésions ligamentaires, donc du coup, il y a forcément des blessures. Il y a forcément des blessures, et puis ça marque, des blessures qui sont au niveau de l'intensité, parce que c'est un sport intense, il faut récupérer rapidement, parce que quand vous jouez pas, vous perdez votre place, vous perdez de l'argent, donc voilà, il y a quand même une course contre la montre pour gérer la douleur, les blessures, la récupération. Donc des patients qui a priori effectivement sont presque forgés, habitués à avoir des blessures, des douleurs. Et pourtant, ce rugbyman de 120 kilos de muscles, déjà dès qu'il se déshabille au bloc opératoire, vous sentez que c'est plus le même gaillard. Hein. Il y a toujours la découverte, et maintenant avec mon équipe, on a l'œil. Ouais. On sait tout de suite à qui on a affaire. Pourquoi ? Parce que c'est une chose qu'on voyait, on est loin de l'intervention, on est loin dans le contexte, donc du coup il n'y a rien de stressogène, il n'y a pas de stress. Alors qu'au bloc opératoire, il n'y a plus les vêtements, vous avez vu que la blouse du bloc, et puis une fois arrivé dans la petite salle dédiée à vasectomie, on est nu, et on voit tout de suite quand le corps n'est pas tout à fait le même, il a perdu quelque part de ce sentiment de sécurité. Ouais, enfin un peu moins le malin, quoi, entre guillemets. Exactement, on est un petit peu plus au calme, et puis moins le malin. Donc déjà il est un peu moins zen, et puis ça va aller de mal en pis, parce que vous allez commencer à préparer tous vos accessoires, tous vos outils pour faire cette opération. Écoutez, oui, effectivement, j'avais pas encore saisi toute l'importance du contexte. Ouais. Et que cette information préalable, les sons, les bruits, tout joue. Il a fallu batailler avec l'équipe, avec le personnel du bloc opératoire pour dire, lorsqu'on fait des sédations ou on fait que de l'anesthésie locale, évitons les bruits parasites, les bruits qui font peur, les bruits métalliques. Ça, c'est une petite boîte dans laquelle vous avez des outils. Voilà, ce bruit métallique dans lequel on stresse. Là, déjà, moi, je vais pas me faire opérer, je suis stressé en entendant. Oui, donc, on évite. Aujourd'hui, je mets de la musique, ou je parle avec les gens. Et puis, on a le geste du chirurgien qui arrive avec la grosse seringue, avec une grosse aiguille verte. Vroom, et le film d'horreur. Presque. Voilà. Alors que là, aujourd'hui, je le fais tout en douceur. Donc, on arrive à créer une ambiance complètement décontractée, détendue. On évite le bruit, on baisse la lumière. C'est que tout ce qui
nous met en état d'éveil au niveau de nos sens pour prévoir une agression quelconque, j'essaie de les mettre au calme. J'avais un dentiste qui diffusait des images de nature sur un écran pendant qu'il opérait au niveau des dents. Vous faites ce genre de choses? Vous avez un écran avec des images de plages, de forêts Je l'ai fait, j'essaie cela, j'essaie même, vous savez, aujourd'hui on parle de la fameuse casque de Facebook. Oui, de réalité virtuelle. De VR, de Virtual Reality. J'avais utilisé il y a quelques années une casque Oculus avec de la vidéo. Et finalement, j'ai trouvé un meilleur moyen. Ah, qu'est-ce que c'est du coup? Je parle avec les gens, on crée un dialogue, mais un dialogue un petit peu borderline. On parle, je raconte des blagues, je raconte des anecdotes, quelque chose qui maintient le focus des patients sur quelque chose, tout autre chose que leur vasectomie. Tout sauf penser à ce qui se passe au niveau de leur entrejambe. Il ne faut pas laisser le cerveau au repos, parce que dès qu'il est en repos, on va parler plus tard, ce qu'on appelle le défaut network, dans une espèce de mode rumination, et donc la peur va activer, et ça, c'est l'antichambre du stress et de malaise. Donc on revient à notre rugbyman de 120 kilos. Là, vous commencez à préparer vos ustensiles pour l'opération. Il est pas bien, il transpire, et ce qui devait arriver arriva. Il finit par faire un malaise. Au moment même où l'aiguille va pénétrer pour faire la première anesthésie, et avant de pouvoir injecter la moindre goutte de produit anesthésiant, donc du coup c'est rien de pharmacologique, malaise. Direct, tout de suite, je vois que avant il était déjà bien blanc, là il est blanc comme le fait de papier, Blanche-Neige on va dire. Et surtout sur le front il y avait des grosses gouttes de sueur, ça coulait, et puis les yeux moitié ouverts, moitié fermés. Bref, je me rends compte qu'il n'est pas bien, on arrête tout de suite la procédure, et puis on se met en condition, on soulève les jambes, j'appelle l'équipe, il y a une deuxième personne qui vient m'accompagner, on prend la tension, on prend la fréquence cardiaque, elle avait une bradycardie, une fréquence cardiaque qui était basse. C'est après qu'on a appris pourquoi, parce que comme tous les sportifs de haut niveau, ils ont déjà de base une fréquence cardiaque de repos qui est très très basse, justement c'est lié aux entraînements, et puis avec tout ce qui a entraîné ce malaise vagal, il y a eu une baisse de fréquence cardiaque. Il était à combien lui? Il était autour de 35-40, donc ce qui est plutôt bas. Ce qui est très bas, ouais. Ce qui est plutôt bas. Bref, le temps d'appeler un médecin anesthésiste, parce que rappelons-le, l'anesthésie locale, elle est faite uniquement avec l'anesthésie locale, il n'y a pas de anesthésiste. C'est juste vous avec votre seringue. Exactement, même si on est dans un établissement de santé. C'est l'avantage de la sécurité dans un établissement de santé. Il y a toujours un anesthésiste disponible quelque part. Mais bref, assez rapidement, il reprend l'esprit, il reprend les couleurs, et ça va mieux au bout de quelques minutes, mais de quelques minutes dans lequel rien de grave du tout. C'est à part notre stress à nous, encore une fois, c'est le stress de l'équipe, le mien, et puis du personnel qui m'accompagnait dans cette intervention. Et vous avez pu la faire, cette intervention, cette opération? Ou vous l'avez reprogrammée? On a attendu qu'il ait récupéré, et puis il nous a dit allez, on continue maintenant, mais on a dit non, c'est pas la peine. On a suffisamment stressé avec cette bradycardie. On a reprogrammé le tout, ça s'est passé 10 jours après, on était dans une sédation, ça a duré 8 minutes, sédation, vigile au bloc opératoire, aucune complication, il n'y a pas de malaise. Bref, ça s'est très bien passé, mais on a bénéficié quand même d'un accompagnement avec la présence d'un anesthésiste, d'une simple sédation, d'un peu de kétamine, donc des produits qui vous déconnectent quelque part, donc qui enlèvent le stress. Ouais, on est un peu dans les vapes, on voit pas non plus les éléphants roses, mais on plane un peu, quoi. On voit que les éléphants, mais on voit pas le rose. Ils sont juste gris bleu. Est-ce que vous avez compris ce qui lui était arrivé à ce patient? Pourquoi est-ce qu'il a eu aussi peur de la piqûre, de vos outils de chirurgien, alors que il en est passé par des vertes et des pas mûres, il a connu de nombreuses douleurs, et vous avez dit, moi c'est sûr que la douleur ça va rien me faire. À force de faire des anesthésies, de discuter avec les gens, parce que j'ai l'habitude de débriefer avec nous, surtout quand il y a des éléments comme ça, on s'était parlé
à la consultation post-opératoire et j'ai vite compris ce qui s'était passé. Premièrement, depuis son enfance, il avait une phobie des aiguilles, développé une phobie parce qu'il y a eu plusieurs fois des vaccinations dans lesquelles il avait eu mal et surtout on l'a quelque part forcé, tenu de force pour un vaccin. Donc du coup, ça l'a marqué. Donc il a développé progressivement cette phobie des aiguilles. Et ensuite, deuxièmement, c'est la symbolique des organes génitaux, des testicules, hein, que en tant que sportif de niveau, en tant que rugbyman, par le passé, il avait eu pas mal de coups, hein, donc il a eu vraiment des douleurs, et il a associé le bruit métallique, le contexte, la rumination avant l'intervention, la vue de l'aiguille avec les douleurs de sa mémoire, et on avait un cocktail explosif qui c'est déclenché automatiquement lorsque l'aiguille a pénétré, même si la douleur, que tout le monde décrit la douleur comme étant à peine perceptible. C'est de l'ordre du vaccin, beaucoup moins qu'une prise de sang et incomparablement moins qu'une anesthésie locale. C'est un léger picotement. Ça n'empêche que rien que ressentir l'aiguille qui rentrait, ça déclenchait un réflexe incontrôlable parce que il s'est excusé après, mais en fait, on ne contrôle pas ça. C'est incontrôlable, donc on n'a pas à s'en vouloir. Par contre, c'est vrai que j'ai appris avec le temps de voir au cas par cas à qui proposer une sédation qui orientait vers une vasectomie sous anesthésie locale. Et justement, juste pour faire une parenthèse, cette injection pour l'anesthésie locale, elle se fait où? Dans les testicules ou dans le coin, dans le secteur? C'est tout l'intérêt d'une consultation présentielle, car il faut visualiser l'endroit. L'endroit, c'est beaucoup plus haut. C'est là, très à distance des testicules. D'accord. Hein, c'est difficile à expliquer au micro. C'est pas dans les testicules. Et surtout pas dans les testicules, parce que d'ailleurs, les testicules n'ont rien à voir avec la vasectomie. On s'intéresse au canaux, donc on est très à distance par rapport aux testicules. Donc du coup, le testicule, lui, il est zen, il a pas à souffrir. Bon, à ceux qui auraient peur d'avoir une piqûre dans les testicules, vous voilà rassurés. Donc vous disiez que vous aviez appris à distinguer effectivement les patients à qui il faut proposer une sédation et de ceux dont vous pouvez proposer une simple anesthésie locale. Comment vous vous en rendez compte? C'est quoi? C'est la manière dont il va se présenter à vous, le stress qu'il va éventuellement ressentir dès les premières consultations? La manière dont il va verbaliser. Maintenant, j'ai un questionnaire dans lequel je pose des questions sur la phobie des aiguilles. Et puis, c'est vrai que j'examine les gens. Je crois que chaque fois qu'on fait une vasectomie, il faut examiner, il faut que les hommes commencent à s'habituer à l'examen clinique. Donc, je les examine. Je leur montre l'endroit où aura lieu l'anesthésie. Donc, ils ne découvrent pas l'examen clinique, ils se font examiner par bloc opératoire. Je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut les voir une fois hors contexte chirurgical. Et quand vous avez des grands gaillards qui viennent vous voir et vous expliquent qu'ils sont sportifs de haut niveau depuis des années, que eux, la douleur, ça leur fait rien, vous êtes un peu plus vigilant, vous leur dites « alors attention, peut-être que… » On discute avec et puis on sent très facilement quand quelqu'un qui est hésitant, on va tout de suite l'orienter plus vers la sédation. Il y a beaucoup d'idées reçues. C'est quoi la sédation? Parce qu'ils ont peur d'une anesthésie générale, tout ce que ça implique, etc. Je crois que tous les hommes, sans distinction, sont éligibles à une anesthésie locale. Néanmoins, il y a ceux qui, pour question de confort, c'est quand même mieux de choisir une sédation vigile qui va compléter cette anesthésie locale et que l'anesthésie générale n'a aucun intérêt dans le cadre d'une vasectomie sans scalpel. Et vous, est-ce que ça vous fait peur, cette intervention de vasectomie? Est-ce que vous avez peur de ressentir des douleurs ou même peut-être de tomber dans les pommes comme ce patient dont on a parlé aujourd'hui? Écrivez-nous, répondez-nous, posez-nous vos questions à contact@hupertan.com. Vous pouvez également visiter le site vasectomieparis.fr, c'est le site du docteur Hupertan et vous y trouverez de nombreuses réponses. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur cet épisode de podcast, à vous abonner. Nous, docteur Hupertan, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Tout à fait, c'est exact. Je vous dis à mardi prochain, très belle semaine.